Le 20 novembre 1945 débute le procès de Nuremberg. 22 des plus grands criminels de l'histoire sont jugés pour conjuration, crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Mais sur le banc des accusés, un nom manque à l'appel, Martin Bormann. Martin Bormann naît le 17 juin 1900 à Wegeleben, près de Halberstadt, en province de Saxe. Il grandira au sein d'une famille modeste. Bormann ne s'illustre pas par de grandes études, mais débutera sa vie avec des bagages somme toute assez minces. Il travailla un temps dans une ferme dans le Mecklembourg. Il servira ensuite brièvement dans l'artillerie durant la Première Guerre mondiale. Il rejoignit aussi la Freikorps avant de rejoindre des mouvements d'extrême droite après la guerre. En mars 1924, Bormann fut condamné à 1 année de prison comme complice de son ami Rudolf Höss, futur commandant des camps d'Auschwitz, pour le meurtre de Walter Kaudon, un enseignant allemand qui fut accusé d'avoir livré aux autorités françaises le saboteur Albert Leo Schlageter, qui avait fait sauter la voie ferrée entre Dortmund et Duisbourg. Après sa libération, Bormann devient membre du NSDAP et à l'âge de 29 ans, il sera embauché au siège du parti comme employé de bureau. Il se fera remarquer par ses supérieurs, par son dévouement et son obéissance. C'est un travailleur acharné et il ne cache pas ses convictions idéologiques. Ses supérieurs remarquent aussi sa loyauté et son sens de l'organisation. Bormann est un bureaucrate et il s'élèvera donc rapidement dans la hiérarchie. Il se verra ainsi confier la direction de la caisse d'assurance du parti. Mais l'ascension de Bormann ne s'arrête pas là. Rudolf Hess, qui prendra la direction du parti quand Hitler devient chancelier, l'appelle à ses côtés comme chef d'état-major. Martin Bormann n'eut de cesse de gravir les échelons, et cela pour seul but d'intégrer le cercle intime d'Adolf Hitler. Il fut ainsi remarqué par Hitler, qui ne resta pas indifférent à ses talents d'organisateur et sa loyauté. Il se voit donc embauché par Hitler pour gérer sa fortune et une partie de ses biens, notamment en matière immobilière. Il dirigea ainsi d'une main de fer l'acquisition des terrains et la construction des bâtiments du domaine de Berchtesgaden. Le dévouement de Bormann à Hitler était total. Il entreprit même en 1938, en cadeau pour ses 50 ans, la construction du nid d'aigle où plusieurs milliers de travailleurs ont pendant 13 mois œuvré à l'édification de cette forteresse alpine. Cette construction démesurée reste une preuve indéniable du dévouement servile de Martin Bormann à Adolf Hitler. Bormann devint l'homme de confiance d'Hitler, allant même jusqu'à prendre note de chacun de ses propos. Il tenait aussi des carnets notant les frasques et les moindres faits et gestes des hauts dignitaires du parti. Cela démontre l'emprise que Bormann pouvait avoir sur son entourage et il était assurément craint de beaucoup. Mais son emprise devint totale en mai 1941 quand Rudolf Hess prit commande d'un avion et partit en Angleterre afin d'établir la paix avant le lancement de l'opération Barbarossa et l'invasion de l'URSS. Hitler considéra la démarche de Hess comme pure folie, l'accusant ainsi de haute trahison. Bormann lui succéda donc à la tête du parti en tant que chef de la chancellerie du NSDAP. Martin Bormann continua inlassablement à suivre Adolf Hitler dans chacun de ses déplacements, de la chancellerie de Berlin au Berghof à Berchtesgaden, l'accompagnant aussi lors de ses nombreux déplacements militaires en France, lors de sa visite à Paris, jusqu'à dans la tanière du Loup où le dictateur dirigea l'opération Barbarossa lors de l'invasion de l'URSS. Son objectif principal était d'être constamment aux côtés d'Hitler, et cela dans chacun de ses déplacements, répondant au moindre ordre de celui-ci, voire en les anticipant. Bormann était prêt à user de n'importe quel moyen pour écarter de potentiels adversaires qui lui feraient perdre la place particulière qu'il occupait auprès du dictateur. Il resta ainsi fidèle à Adolf Hitler jusqu'à la fin, restant à ses côtés dans un bunker sous la chancellerie lors de l'assaut final de l'armée rouge à Berlin. Martin Bormann a incontestablement sa place sur le banc des accusés lors du procès de Nuremberg. En effet, antichrétien viscéral, il prendra partie prenante non seulement dans la persécution des hommes d'église, mais aussi dans l'euthanasie, puis en temps de guerre par le meurtre d'innocents. Bormann sera aussi très proche des médecins du parti, et des médecins SS en particulier, médecins qui s'adonnaient à d'innombrables expériences sur des êtres humains, et condamnant ainsi des millions de personnes à une mort certaine et dans d'atroces souffrances.
Mais pourquoi Martin Bormann ne se trouve-t-il pas aux côtés des 22 plus grands criminels de l'histoire lors du procès de Nuremberg? S'est-il suicidé? Se cache-t-il? A-t-il réussi à fuir un Berlin en proie au bombardement? A-t-il fui dans un autre pays, fuyant ainsi ses responsabilités durant cette période sombre de l'histoire? Ces innombrables questions restèrent sans réponse durant de nombreuses années, certains affirmant que Bormann trouva la mort à Berlin, d'autres qu'il réussit à fuir, ou encore différents témoignages attestent l'avoir aperçu, voire même approché à de nombreuses reprises, et cela dans 27 pays, dont l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, le Chili, le Brésil, les États-Unis, l'Australie et l'URSS. Mais que s'est-il passé le 2 mai 1945 entre 2h et 2h30 du matin, dans le centre de Berlin en feu, non loin de la chancellerie du Reich cernée par les troupes soviétiques, entre le pont du Wiedendamm et Invalidenstraße? Un petit groupe d'hommes s'avance dans la nuit vers le pont par la Friedrichstraße. Il s'agit des derniers occupants du bunker où Adolf Hitler et Eva Braun, puis Joseph et Magda Goebbels ont mis fin à leur jour les 30 avril et 1er mai. Il y a là notamment le dernier médecin d'Hitler, le docteur Stumpfegger, le chef des jeunesses hitlériennes Arthur Axmann et Martin Bormann. Là, les attendant à l'entrée du pont, le chauffeur Erich Kimka qui se joint à eux. Soudain un feu nourrit, suivi d'une violente explosion qui le projette à 40 mètres de là. Lorsqu'il reprend ses esprits, Bormann et Stumpfegger ont disparu. Selon lui, ils ont été désintégrés par l'explosion. Plus tard, Axmann, fait prisonnier en novembre 1945, affirmera avoir reconnu leurs cadavres un peu plus loin, à proximité d'Ivalienstraße. Mais estimant que ses témoins cherchaient peut-être à protéger sa fuite, le tribunal de Nuremberg jugea Bormann et le condamna par contumace à la pendaison le 1er octobre 1946. La survie et la fuite de Martin Bormann étaient donc une possibilité pour grand nombre de personnes. Cela déclencha une chasse à l'homme sans précédent. En effet, depuis de nombreuses années, d'innombrables personnes et de nombreux témoignages attestent avoir vu et approché Martin Bormann. Certains l'auraient vu dans la région de Schalthaus en Suisse. D'autres affirment l'avoir rencontré dans la jungle en Amazonie ou encore dans les steppes sibériennes. Certains avaient cru le reconnaître sous les traits d'un moine franciscain. Des témoignages affirment qu'il dirigeait une ferme en Uruguay ou en Colombie. Des journaux présentent même une photo de lui qui se révéla être celle d'un instituteur argentin. Ou encore le témoignage de l'ancien chef des services secrets de la République fédérale aurait affirmé que Martin Bormann, ayant toujours été un espion au service du Kremlin, serait mort quelques années après la guerre en Union soviétique. Un de ces témoignages provient d'un homme de nationalité belge qui assure que le criminel de guerre Martin Bormann a vécu au Paraguay et en Bolivie après la guerre, où il a rencontré vivant sous l'identité d'un religieux. En effet, il affirme avoir rencontré Martin Bormann à 4 reprises vers 1960 à La Paz en Bolivie où il s'était réfugié en 1947. Cet homme raconte: Bormann venait du Paraguay. Il préparait avec une vingtaine d'officiers un coup d'État pour renverser Perón en Argentine. Il dit aussi: Bormann était resté un fanatique. Sous le nom d'Augustin Van Lambach, il se faisait passer pour un père rédemptoriste et portait la soutane noire, ce qui le faisait bien marrer. Il célébrait des communions, des mariages, des funérailles et administrait les derniers sacrements, précise-t-il. Cet homme affirma ignorer ce qu'est devenu Martin Bormann, mais avait fait le choix de ne pas le dénoncer. Qu'est-il donc arrivé à Martin Bormann? Le 7 décembre 1972, 2 cadavres furent découverts lors de travaux où une tranchée était creusée pour une canalisation d'eau près de la gare de l'Erter, un lieu qui correspondait au témoignage d'Arthur Axmann. Ces squelettes furent identifiés grâce à leur dentition pour ceux de Bormann et de Stumpfegger. En effet, le prothésiste Fritz Dachmann reconnut un bridge en 3 parties qu'il avait lui-même fabriqué pour Bormann en 1942. Et du verre retrouvé entre ses dents indiquerait qu'il se serait suicidé avec une capsule de cyanure. Le 4 avril 1973, le procureur de Francfort reconnut officiellement la mort de Bormann sur la base de l'expertise dentaire de Reinhard Sogna. Et en 1998, un test ADN mené par le docteur Esmenger de l'Institut de médecine légale de Munich le confirma. La disparition de Martin Bormann déclencha l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire. Et nombre de témoignages durant cette période attestant avoir croisé, voire approché Bormann n'étaient en fait que pure invention. Il trouva la mort en essayant de fuir un Berlin en feu en se suicidant à l'aide d'une capsule de cyanure. Le mystère Bormann fut enfin résolu.